Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc organisera les 5 prochaines éditions de la Coupe du Monde féminine U17 à partir de l'édition de 2025 jusqu'en 2029. C'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale de football. Cette compétition sera désormais disputée annuellement. Le Royaume devient donc le premier pays africain à accueillir cette compétition. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a vivement remercié le Maroc, assurant que le football en général et le football féminin en particulier ont observé un grand bond qualitatif au Royaume. Quelle perspective d'évolution pour le football féminin au Maroc? On en parle ce soir avec Anas Prhar. Vous êtes journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir en présentiel. Un plaisir réciproque. Merci beaucoup. Alors, commençons par donc cette annonce. La Fédération royale marocaine du football qui va donc organiser pour les 5 prochaines années le mondial féminin des U17, sachant que déjà en 2022, il y a l'organisation de la CAN qui a été faite. Que dire de l'engagement du Maroc vis-à-vis du football féminin aujourd'hui? Qu'est-ce que ça révèle? Je pense que l'engagement, en tout cas, de la Fédération royale marocaine de football quant au football féminin n'est pas anodin, n'est pas récent. Ça fait un travail de quelques années depuis le plan Marshall qui avait été instauré par la FRMF pour développer le football féminin, que ce soit sportivement, que ce soit au niveau des infrastructures ou même au niveau de la médiatisation. Comme vous l'avez dit, on l'avait vu notamment avec la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines organisée à domicile, avec les matchs du Maroc qui étaient à guichet fermé, puisqu'on ouvrait les stades, en tout cas gratuitement, aux supporters marocains qui pouvaient faire le déplacement. Et forcément, c'est tout ce travail-là qui a été effectué par le peuple aussi, parce que venir au stade, supporter l'équipe nationale marocaine qui est arrivée jusqu'en finale, perdue face à l'Afrique du Sud, forcément, ça pousse le football féminin, ça pousse les joueuses, ça pousse le championnat aussi à se développer au fil des années. Et puis il y a les jeunes filles marocaines aujourd'hui, les petites filles, des petites joueuses qui peuvent s'identifier aux grandes joueuses marocaines, des joueuses aujourd'hui de haut calibre. Et donc elles peuvent avoir ce rêve d'un jour accéder à une finale et gagner même la finale. Donc ça change un petit peu par rapport à ces jeunes joueuses aujourd'hui qui n'avaient pas, elles, de modèle. Il est clair que forcément la médiatisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, de la Coupe du Monde aussi, avec cet exploit d'aller en huitième de finale du mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande, ça a aidé aujourd'hui les jeunes filles à avoir des modèles comme on peut l'avoir aujourd'hui aux États-Unis, en France depuis quelques années, que le football soit beaucoup plus, on donne beaucoup plus d'importance au football chez les femmes. On parle aussi dans certains pays où le football féminin est limite plus médiatisé que le football masculin. Si on peut parler du cas des États-Unis avec les grandes stars, que ce soit Alex Morgan, Megan Rapinoe également, ou encore Rodman aussi, et Laura Rodman qui sont des grandes stars internationales aujourd'hui dans le football féminin et qui ont contribué à cette médiatisation, à ce développement du football féminin à l'international et même sur le plan national. Qu'est-ce qu'on peut dire du développement? Comment on peut le décrire, ce développement du football féminin au niveau mondial? Il est clair qu'il est différent du football masculin. Aujourd'hui, le football masculin est devenu vraiment, c'est une multinationale. Les clubs de football sont devenus des multinationales. Il y a toute une économie autour du football. Ça touche même plusieurs secteurs. On parle d'économie, on parle de politique. On va en parler tout à l'heure d'économie, justement. Exactement. Donc, ce qui fait que le football féminin n'a peut-être pas encore cet impact-là qu'il peut avoir sur la vie d'un pays ou sur la vie, en tout cas, de la planète tout entière, mais il faut laisser le temps au football féminin de se développer puisqu'il a un demi-siècle d'écart par rapport à son équivalent masculin. Donc laisser le temps, essayer de développer les choses petit à petit comme il le faut, contrairement à ce qui a été fait parfois dans le football masculin, dans certains clubs qui ont essayé un peu d'aller plus vite que la musique. Et derrière, ça ne marche pas. On peut parler notamment du championnat chinois qui a essayé de se développer très très vite en quelques années avec des investissements, avec l'entrée aussi de grands groupes immobiliers, grands groupes financiers pour développer le football masculin. Finalement, ça n'a pas marché. Donc, je pense que c'est une question de temps, de prise de décision qui peuvent être importantes pour permettre au football féminin de se développer au fil des années.
On dit du football féminin qu'il est plus technique que le football masculin, puisqu'on est en train de parler des différences entre les deux. Est-ce correct? C'est clair que on ne va pas dire que ce sont deux sports différents, mais il y a une différence entre les deux parce que déjà, forcément, les 50-60 ans de différence ont joué sur le développement des deux sports. Aujourd'hui, le football masculin est devenu beaucoup plus intense, beaucoup plus physique. On le voit notamment les championnats les plus regardés, que ce soit la Première Ligue, c'est le championnat le plus intense d'Europe. La Ligue des Champions, on sent toujours de l'intensité physique au fil des matchs. Et forcément, ça en perd ce côté collectif, ce côté technique qu'on a pu avoir dans les années 90, dans les années 2000, quand on parle de joueurs comme Zidane, Figo, Ronaldinho, sont pas des joueurs peut-être qui n'auraient peut-être pas réussi aujourd'hui avec ce qu'on leur demande physiquement, ce qu'on leur demande dans l'intensité. Et aujourd'hui, le football féminin commence à prendre un peu de ce côté collectif, de ce côté technique qu'on commence à perdre un peu chez les hommes. Et c'est pour ça que c'est une différence. Après, forcément, dans l'intensité, on parle beaucoup de fois, il y a des espaces qui sont laissés par les défenseurs. C'est clair que c'est différent. Il faut laisser le temps aux joueuses d'apprendre petit à petit et pourquoi pas d'arriver au niveau des hommes peut-être dans quelques années ou quelques décennies. Mais est-ce qu'on est plus performant quand on a des aptitudes physiques? Parce que quand on parle de football, c'est un sport qui se joue avec des techniques, c'est du collectif comme vous venez de le dire, donc il faut jouer avec ses coéquipiers. Donc même si on a un potentiel en tant que joueur individuel, est-ce que ça fait une différence forcément? Aujourd'hui, ça fait une différence. Si on regarde les plus grandes stars internationales dans le football masculin, on parle de Kylian Mbappé, on parle de Erling Haaland, et ce sont des joueurs qui, au fil des années, ont pris du muscle, ont beaucoup plus d'intensité dans leur jeu, beaucoup plus de courses, beaucoup plus de duels. Donc forcément, on se dit que la transformation physique joue dans leur performance. Il y a certains, malheureusement, à qui ça ne joue pas vraiment, comme des stars. On peut parler de Pedri, qui, depuis qu'il y a eu ce regain de muscles, se baisse beaucoup plus parce qu'il y a des joueurs qui ne supportent pas ces transformations physiques. Mais aujourd'hui, le football masculin d'aujourd'hui demande plus d'intensité, donc on adapte les entraînements, on adapte le quotidien des joueurs à ça. Chez les joueuses, c'est différent parce que on sait que ça prend plus de temps, qu'il y a aussi des événements qui peuvent venir un peu couper court. Parlons par exemple de l'accouchement, de la maternité, qui viennent parfois couper la progression de certaines joueuses. Il y a eu, si je parle du cas de Amel Majri, internationale française à Lyon, qui avait eu au début de sa trentaine une grossesse puis la maternité. Et finalement, le club de l'Olympique lyonnais s'est adapté de son côté pour pouvoir lui permettre de revenir avec ses forces, avec sa condition physique. Et donc, le football féminin réussira à jouer sur ce côté physique-là, accompagner les joueuses de manière différente et de la meilleure manière, en tout cas, pour les joueuses. Et en parlant du Maroc aujourd'hui, quelle est la stratégie du Maroc en termes de football féminin, que ce soit en Afrique ou à l'international? D'abord, si on parle juste sur le plan national, comme j'en avais parlé tout à l'heure, il y a le plan de professionnalisation, de développement du football féminin, avec non seulement la possibilité aux équipes féminines de profiter des infrastructures du complexe Mohamed VI Al Mamoura, qui est l'un des plus grands complexes, en tout cas plus grand complexe sportif en Afrique et même dans le monde. Justement, il y a plusieurs équipes qui sont venues visiter les infrastructures et qui ont été impressionnées, étonnées par la qualité de ces nouvelles infrastructures. Également avec un plan de professionnalisation du championnat qui n'a qu'une vingtaine d'années. Donc forcément, il a fallu laisser du temps et ça a pris du mal pour se développer. Aujourd'hui, on a des seuils minimums pour les contrats professionnels en première et en deuxième division. On commence à aussi développer des équipes de jeunes dans les clubs professionnels. Aujourd'hui, on le voit notamment avec l'AS FAR qui survole le championnat marocain, qui travaille beaucoup sur aussi le développement des jeunes, ou Wydad également, où on travaille aussi avec beaucoup de jeunes filles. Donc, tout cela, la professionnalisation, la formation, la médiatisation aussi, forcément en parler tout au long de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, avec ces nouvelles participations, ces nouvelles organisations, ça va laisser le temps à la Fédération royale marocaine de voir l'engouement qu'il y a autour de ces équipes féminines et de leur donner les moyens de se développer dans l'avenir.
Une équipe qui prend de plus en plus d'importance, d'ailleurs au niveau national et même international, comme vous venez de le dire. Il y a le Maroc qui a obtenu donc l'organisation du mondial des U17 pour les 5 prochaines années. La CAN 2022 qui a été organisée également au Maroc et qui le sera également cette année en 2024. Quelles sont aujourd'hui les attentes ? Les attentes, on attend forcément que l'équipe marocaine suive ce développement-là d'organisation. C'est-à-dire qu'on commence à organiser de plus en plus de compétitions, donc on espère que les équipes, que ce soit chez les jeunes ou même les équipes A, féminines et masculines, suivent le pas en proposant des plus grandes performances, en allant cherchant des trophées. On le rappelle déjà du côté des hommes, le dernier trophée qu'on a, c'est 1976, la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu quelques déceptions par la suite avec la finale en 2004. L'équipe marocaine féminine qui malheureusement s'est inclinée en finale face à l'Afrique du Sud. Mais en tout cas, il y a eu un exploit qui a mis la lumière sur le football féminin au Maroc. Donc, ce qu'on attend de ces équipes marocaines, c'est de suivre le pas de ces organisations, de voir l'engouement qui commence à y avoir par la fédération, par le peuple marocain, de suivre ça et de prendre le temps de se développer pour aller étoffer cette salle des trophées qui n'attend que des coupes à l'avenir. On espère en tout cas. Donc une nouvelle dynamique aujourd'hui qui est en train de se créer autour du football féminin. Est-ce qu'on peut dire que les résultats des Lionnes de l'Atlas qui sont arrivés, vous l'avez dit, en 8e de finale par rapport au mondial déjà l'année dernière, et puis elles sont également arrivées en finale au niveau de la CAN. Est-ce qu'on peut dire que ça a changé les perceptions et puis les mentalités en ce qui concerne le rôle de la femme dans le sport aujourd'hui au Maroc ? Comme on le disait, le football féminin n'a peut-être pas encore d'impact sur tout ce qu'il y a autour, mais on peut parler de ça, de ce côté sociétal, que la femme aujourd'hui n'avait plus ce stéréotype de la femme à la maison, forcément, c'est les stéréotypes justement qu'on a depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les jeunes filles déjà s'identifient aux joueuses, donc ça change les mentalités au lieu de... Il y a un public aujourd'hui existant en tout cas. Exactement, c'est ça. Donc on attend un peu les matchs de la sélection marocaine après les exploits qui ont été faits, c'est de confirmer cette progression qui s'est vue au fil des années. Aujourd'hui, l'équipe nationale marocaine féminine est 3e en Afrique, derrière deux cadors qui sont le Nigeria et l'Afrique du Sud. Nigeria qui a l'habitude de disputer des Coupes du Monde à l'échelle internationale, mais forcément, ça va changer de se dire que la femme peut montrer de belles choses sur un terrain, la femme peut être joueuse de football, la femme peut avoir le leadership sur le terrain, elle peut aller chercher des trophées, pourquoi pas, parce que c'est le but en tout cas que recherche Fawzi El Rja dans les prochaines années. Mais voilà, c'est quelque chose d'important en tout cas de voir que l'image de la femme, qu'au niveau sociétal, on se dise que la femme peut aussi jouer au foot, parce qu'on se disait aussi c'est un jeu de garçon. On regarde même aujourd'hui quand on parle avec les joueuses, elles disent souvent j'étais la seule fille qui jouait dans mon quartier et donc ensuite j'ai essayé de jouer en professionnel. Donc aujourd'hui il y a de plus en plus de filles qui peuvent jouer au football. En plus aujourd'hui on a de plus en plus de terrains qui sont en libre accès pour les Marocains et les Marocaines. Donc voilà, ça peut vraiment aider à changer cette image qu'on a de la femme aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du public ? Le public, pour le football féminin. Pour le football féminin, c'est vrai qu'il est encore à aller chercher. C'est pas un public qui est vraiment, acquis. Il y a eu la Coupe du Monde, la Coupe du Monde qui s'est jouée. Il y a la Coupe d'Afrique où, on le rappelle, certains matchs étaient gratuits d'ailleurs pour les supporters afin de garnir les tribunes et d'attirer au maximum de lumière sur cette équipe marocaine. En plus, si dans mes souvenirs, c'était pendant le Ramadan. Donc, ça veut dire qu'il y avait des gens qui venaient pendant le Ramadan pour soutenir cette équipe nationale. Ça aide beaucoup à vraiment mettre la lumière dessus. Aujourd'hui, forcément, un Marocain lambda va pas se dire je vais aller regarder un match de football féminin, mais la médiatisation, le fait que ça passe à la télé, qu'on mette un peu plus la lumière dessus, qu'on en parle sur les réseaux sociaux aussi, parce que je pense que les réseaux sociaux ont leur rôle à jouer dans ce traitement médiatique, que des grands médias parlent du football féminin comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs. Justement, ça peut aider vraiment à amener le Marocain lambda à aller chercher l'information et à s'intéresser au football féminin. Que vous parlez de médiatisation, pourquoi il y a ce train de retard aujourd'hui au niveau de la médiatisation du football féminin? Il y a toujours cet écart entre le football mondial, en tout cas masculin et féminin. On n'entend quasiment pas parler. Pourquoi cette absence alors qu'il y a des équipes aujourd'hui
qui jouent avec la même expertise, avec la même intensité que les hommes. C'est la loi du marché, c'est une question d'intérêt. Malheureusement, aujourd'hui, les suiveurs, les fans de football vont beaucoup plus aller regarder, que ce soit la Ligue des Champions, la Première Ligue, la Liga, parce qu'il y a les grands joueurs médiatisés aujourd'hui. Forcément, on se dit c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus intéressant, il se passe beaucoup plus de choses que sur un match de football féminin. Mais ils omettent de dire aussi qu'ils ont aussi un demi-siècle de retard, comme on le disait, donc ça prend du temps. Aller chercher ce public-là ne serait pas une erreur, mais il y a la possibilité d'aller chercher un nouveau public qui essaie de s'intéresser au football, de voir un peu comment ça se développe, d'être là dès le début, pourquoi pas précurseur ou précurseuse de ce football féminin. Mais voilà, c'est, je pense, une question d'intérêt. On s'attend beaucoup plus à voir des matchs de football féminin à la télé parce qu'on en demande moins, ça fait moins d'audience. On a peut-être vu le contraire avec la Coupe d'Afrique, en tout cas au Maroc. Mais c'est une question de médiatisation. Si la médiatisation est progressive, ça va permettre ensuite aux gens de s'intéresser petit à petit aux joueuses, aux clubs, ou même aux compétitions internationales et nationales féminines. Et comment fonctionne aujourd'hui l'économie du football féminin? Est-ce que c'est la même chose que pour le football masculin? C'est semblable, hein, de toute façon, c'est vraiment un même fonctionnement. On a quand même des clubs qui travaillent de façon. Ensuite, il y a tout ce qui est revenus publicitaires, revenus télé, qui sont certes beaucoup plus inférieurs malheureusement dans le championnat marocain que dans le championnat, féminin que dans le championnat masculin. Et ça se voit même autre part. Parlons de la France, entre la Ligue 1 et la D1 Arkema, il y a un fossé de droits télé. Je pense que c'est aussi une question de moyens pour le moment qui ne sont pas les mêmes mis par la fédération, par n'importe quelle fédération par ailleurs, que ce soit en Europe, en Afrique ou même en Amérique du Nord. Mais voilà, c'est une question d'investissement pour le moment qui fait que les modes de fonctionnement des clubs sont différents. Si les clubs marocains commencent à prendre de l'ampleur au fil des années, il peut y avoir un fonctionnement semblable à ce qu'on peut voir dans le football masculin. Et quel type de contrat signent aujourd'hui les joueuses de foot professionnelles féminines, oui, les femmes? C'est les mêmes? C'est les mêmes. Il commence à y avoir même une professionnalisation dans la continuité du plan, de ce qu'on appelle le plan Marshall, avec des seuils minimums. En première division, je crois que c'est du 3200 dirhams par mois minimum pour les joueuses. Et en deuxième division, je crois que c'est du 2000 et quelques, je n'ai plus le chiffre exact. Mais en tout cas, on permet à ces joueuses-là de pouvoir un peu avoir un revenu grâce au football et éviter aussi d'avoir un travail à côté, parce qu'on l'oublie qu'il y a pas mal de joueuses professionnelles aujourd'hui qui certes ont un revenu grâce au football, mais travaillent toujours à côté, et c'est le cas que ça soit au Maroc, que ça soit en France, que ça soit en Espagne aussi, où le football féminin avait fait pas mal de bruit, notamment en raison de ces revenus, de ce manque de revenus-là que reçoivent les joueuses. Et je pense que si une joueuse commence à délaisser sa deuxième profession pour pouvoir se consacrer à 100% au football, ça va permettre de développer ses performances, son niveau au fil des années et clairement développer le football. Il y a un mouvement aujourd'hui, Equal Play, Equal Pay. Donc, c'est le slogan adopté par les footballeuses de l'équipe nationale américaine et reprise par de nombreuses autres équipes et sélections nationales féminines. Que peut-on dire de ces écarts de salaire aujourd'hui qu'on observe entre hommes et femmes? Où en est-on par rapport à la parité? Ce sont des écarts de salaire qui sont indépendants du ballon rond en lui-même. C'est vraiment des questions d'économie. Les joueurs sont payés par rapport à ce qu'ils rapportent à leur club, comme les joueuses rapportent. Les clubs sont devenus aujourd'hui des entreprises. Plus on rapporte de l'argent à un club et plus on est payé. C'est pour ça que des stars aujourd'hui comme Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi aujourd'hui à l'Inter Miami ont des salaires mirobolants parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent à leur club par la billetterie, par les revenus publicitaires, par l'équipementier, par les droits télé également qui s'intéressent beaucoup plus à ces joueurs-là peut-être qu'à d'autres. Après, forcément, les fédérations en tout cas, peuvent jouer un rôle en mettant en place une égalité par rapport à la médiatisation et à ce que rapportent ces joueuses-là. Si on parle du cas des États-Unis, avec notamment, on a parlé de Megan Rapinoe, Alex Morgan, qui avait lancé un mouvement pour demander à être aussi bien payés que les hommes, c'est parce que la sélection américaine fait beaucoup plus de bruit aux États-Unis que la sélection américaine féminine fait beaucoup plus de bruit que les hommes, et demande à la fédération
de faire le travail pour montrer ça aussi dans les primes, dans les revenus. Et ça aussi, c'est un travail qui a été fait par la fédération américaine. Au Brésil aussi, il y a eu pas mal de stars aussi qui ont demandé chez les femmes de revoir un peu ces revenus-là parce qu'il y a quand même un gros engouement du football féminin au Brésil. Et donc, c'est aux fédérations à elles d'un peu rééquilibrer un peu, de compenser peut-être le manque qu'on retrouve dans le football de club. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au Maroc pour faire mieux ? Aujourd'hui, pour faire aller mieux, plus loin encore quand on parle de football féminin, investir plus en ces joueuses. Je pense que ça peut jouer dès le plus jeune âge. Quand on a aujourd'hui un garçon qui a envie de devenir footballeur, les parents l'accompagnent, font au mieux pour lui permettre d'aller chercher cette carrière professionnelle, faire la même chose chez les filles. Donc cet accompagnement dès le début, que ce soit depuis les parents ou même avec les clubs, avec beaucoup plus d'éducateurs, beaucoup plus d'entraîneurs. C'est ce qui se fait. La préformation, la formation sont très importantes pour pouvoir développer ce football féminin-là. Ensuite, les infrastructures permettent aux grands clubs marocains de disputer des matchs sur les grandes pelouses pour attirer du public, comme le fait, je reprends l'exemple de la France, les matchs de Ligue des Champions féminines du Paris Saint-Germain se jouent au Parc des Princes. Donc, ça apporte beaucoup plus de public, beaucoup plus de billetterie. Et c'est un cercle vertueux, puisque derrière, beaucoup plus de gens s'intéresseront au football féminin, au Paris Saint-Germain en tout cas féminin. Et derrière, amener beaucoup plus de gens devant leur télé, dans les stades, acheter les maillots. Et derrière, tous les revenus seront bénéfiques pour développer les infrastructures et les contrats des joueuses. Tout à fait. En tout cas, si on devait faire le constat du football en général marocain, il y a ces réalisations donc des équipes féminines et puis le dernier mondial masculin également. On peut dire en tout cas que ce développement du sport et du foot au Maroc n'est pas un hasard, n'est pas dû au hasard. Le fait qu'il se développe aussi bien au niveau des équipes masculines que féminines. C'est ça, il y a un gros investissement qui est déjà fait depuis quelques années. On parle d'abord d'un budget de plus de 9 milliards de dirhams qui a été mis en place pour rénover les grandes infrastructures sportives, que ce soit le grand stade de Tanger, le stade Adala à Agadir, les stades à Casablanca, Rabat, Marrakech et Fès. Et en plus, de toute façon, il va y avoir une deuxième salve, je crois c'est à partir de 2025, qu'il a aussi jusqu'à 6 milliards de dirhams qui vont être investis pour pouvoir rénover ces infrastructures. Le nouveau stade qui arrive dans la banlieue de Casablanca, Ben Slimane, là aussi l'un des plus grands stades au monde, on l'espère, pour la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Toutes ces infrastructures-là, tout ce travail de la fédération feront qu'aujourd'hui le football commence à prendre de plus en plus de place dans l'opinion publique, dans la société marocaine. Et la formation marocaine qui est propulsée de plus en plus vers les sommets, en tout cas. Un football qui était tout d'abord un peu difficile, mais qui a tout l'avenir devant lui, en ce qui concerne en tout cas les clubs féminins et les joueuses féminines. C'est sur ces derniers mots que se termine notre entretien. Monsieur Anas Bkhar, c'est un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci de l'invitation. Un plaisir de vous avoir. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.